Bonjour à toi, aujourd'hui discussion avec Marie qui est une ingénieure en construction, en design avec plus de 10 ans d'expérience à Sydney. Cet épisode il est spécial pour 3 raisons particulières. Premièrement, on est dans une des tours de Sydney et donc tu verras l'Opera House, le bâtiment iconique juste derrière moi. Si tu es sur YouTube, tu ne le verras pas si tu es sur les plateformes de podcast. Numéro 2, avec Marie on se connaît en fait depuis 10 ans justement. On a commencé ensemble sur notre premier travail en Australie, sur l'un des plus gros projets d'infrastructure. On va en parler juste après. Et numéro 3, justement, de quoi on va parler? On va parler de 3 choses principales. La première, c'est qu'on va revenir avec elle sur son parcours, ses premières expériences en sortie d'école, dans la construction, lorsqu'elle a travaillé en Belgique. Ensuite, deuxièmement, on reviendra sur cette expérience où on s'est rencontré avec Marie. Et enfin, numéro 3, on va vraiment passer sur un focus sur le métier de design engineer et de design manager, ce qu'elle fait maintenant. C'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'elle fait en pratique? En quoi ça consiste? Et donc, si tu es un ou une ingénieure qui cherche à travailler dans la construction, cet épisode peut particulièrement t'intéresser. Bref, vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Très bonne écoute à vous. Oh, des histoires où je me retrouve sur des toits en Belgique et puis il y a un orage de grêle et je suis toute seule un vendredi soir et c'est fermé. Et qu'est-ce que tu faisais sur toi alors qu'il y avait de la grêle un vendredi soir? Non, mais c'était pas prévu. Mais il y a eu un orage et j'étais censée faire une inspection et je me retrouve toute seule, coincée sur un toit en Flandre. Et t'es revenue à quelle heure? Genre t'es partie le lundi matin, t'as fait 2 jours? Je suis restée coincée pour une demi-heure, mais j'arrivais pas à ouvrir. C'était une trappe en acier pour ouvrir, pour redescendre à l'intérieur dans les combles et j'ai pas réussi à l'ouvrir, donc c'était très, très stressant. Mais bon. Ou des histoires de gens, là, tu vois, des trucs un peu ridicules. Si ça t'intéresse, sinon je peux m'abstenir de raconter ce genre d'histoire. Ouais, non, mais allez, ce serait quoi, par exemple, l'histoire de gens Où me retrouver mon premier job était être à la poste et en fait de retrouver des gens qui étaient tous à moins d'1 an de la retraite et puis d'avoir le calendrier où ils décomptent les jours de retraite tous les jours. Je crois que c'est ça. Toi, je me souviens que tu m'avais raconté cette histoire quand on avait commencé à travailler ensemble. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Marie? Oui, bonjour Thomas, merci de m'inviter à ton podcast et de partager ma perspective d'ingénieur en Australie aussi. Donc en fait, Marie Renaud, je suis née en France et j'ai habité en France une bonne partie de ma vie et je suis ingénieure de Centrale Nantes. J'ai été dans l'option génie civil et entreprendre à l'époque et j'ai été diplômée en 2009. Et ce qu'il s'est passé en 2009, les perspectives économiques n'étaient pas très bonnes. Et je n'avais pas envisagé ça tout de suite, mais finalement, mon premier travail en tant qu'ingénieur diplômé, c'était en Belgique. J'ai été amenée à partir de France pour trouver un emploi. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière en Belgique pendant 5 ans. Et je travaillais... Comment on trouve un travail en Belgique depuis la France? C'est pas forcément la première location où on se dit « Ah, je ne sais pas quoi faire, Belgique ». C'était un petit peu, tu sais, la pub du loto où tu as une map monde et puis t'as le couple où il tourne et le doigt se pointe sur je ne sais plus quel pays. Mais c'était un petit peu ça. C'était qu'avec mon mari actuel, en fait, c'était le premier qui trouve un travail, où que ce soit, il donne la direction où nous partons. D'accord. Bon, ça va, Belgique, c'est pas si loin de la France. Le début en Belgique était assez rigolo dans le sens où, en fait, étant français, je ne parlais pas du tout flamand. Mais c'est quelque chose de très important pour trouver un travail en Belgique, notamment si on cherche du travail à Bruxelles. Peut-être même plus que les qualifications, en fait. Et c'est comme ça que je me suis mis à apprendre le flamand en sortant d'école d'ingénieur. Et au bout de quelques mois, j'ai arrivé à travailler en flamand. Et j'ai trouvé un travail, donc je travaillais pour Arcadis à l'époque. Donc je pense que tout le monde connaît Arcadis, bureau d'études international. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais envoyée à faire des missions chez des clients divers et variés. Donc j'ai commencé par travailler au service de maintenance de la Poste, dans un petit village en Wallonie, avec des gens qui étaient tous plus de 50 ans et qui étaient proches de la retraite. Et en fait, ce qui s'est passé, donc mon premier travail, je faisais 1 heure de transport par jour pour aller au travail. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, ces personnes décomptaient le nombre de jours jusqu'à la retraite. Donc quand tu es un jeune ingénieur qui commence, c'est un petit peu bizarre de penser déjà à la retraite. C'est pas le plus motivant forcément. Il y avait des jeunes quand même dans le service ou c'était Non, pas du tout. Ah oui.
Mais c'était des gens sympathiques, très, très gentils, mais voilà, c'était une expérience un petit peu, pas vraiment celle qu'on te décrit quand tu fais tes études ou même en stage. Donc c'était un petit peu un contexte différent, mais finalement ça apprend que tu es amené à travailler avec plein de personnes différentes et qu'il faut s'adapter et pas avoir d'idées préconçues. Puis finalement, c'était 4 mois, c'était pas non plus la fin du monde. J'ai juste bravé l'hiver belge et la neige et le verglas. Et 4 mois, c'est parce que c'était des missions de type conseil au sein Pour d'Arcalis? remplacer en fait des personnes qui étaient en congé. Et en fait, finalement, j'étais un petit peu mis le pied dans l'étrier, donc j'avais 0 expérience, parce que mes stages n'étaient pas tout à fait en relation avec ça. Donc en gros, c'était aller dans les bureaux de poste, aller faire estimer s'il y avait des travaux à faire. Ça pouvait être refaire un bout de toiture, remplacer les WC, enfin ce genre ou créer un bureau, je sais pas comment on appelle ça, le petit box où il y a le postier. À l'époque, ça n'existe même plus maintenant. C'était il y a déjà quand même Disons un bureau, 15 un bureau ans. de travail. Un espace pour le tri du courrier. Ah oui, parce que c'était à la main, c'est vrai. Et donc, c'était un petit peu... j'étais un peu livrée à moi-même, en fait. Et au début, je ne savais pas trop comment faire, mais j'ai vite appris un peu sur le tas. Il y avait des experts qui t'aidaient pour ça? Enfin, je suis un jeune ingénieur, je me dis, attends, on m'envoie en Belgique à la poste pour savoir ce qu'il faut réparer. Moi, j'en sais rien. Est-ce que tu arrives dans les centres et eux-mêmes savent ce qu'il faut réparer? Tu as des experts qui vont t'aider pour faire des analyses de toiture ou de... Pas spécialement, oui. Après, donc, j'avais le chef du service pouvait m'apporter un peu de soutien quand j'avais des questions, mais j'ai envie de dire que j'avais beaucoup d'autonomie pour le peu d'expérience que j'avais, donc j'ai fait un petit peu comme bon me semblait. Donc bien sûr, j'ai fait des erreurs à l'époque, et je me rappelle encore, et je sais que je ne la referai pas, par exemple. Enfin, donc je faisais des métries pour calculer les quantités de toiture, de peinture, etc. Donc, c'était pas des gros travaux, mais ça pouvait représenter quand même un budget significant. Comment on parle Important. Important. Finalement, arriver à faire un bon travail en étant assez méticuleux, en fait, aller un petit peu dans le détail. Et je pense que c'est un petit peu là ce dans quoi je me suis spécialisée, c'est prendre mon temps pour essayer de faire les choses correctement, apprendre en même temps. Et finalement, ça m'a plu. Et après ces 4 mois, j'ai fait la même chose, mais pendant plus d'1 an et demi. Chez Connectimo, qui était une filiale immobilière de Belgacom, qui est le France Télécom belge. D'accord. Et là, c'était des plus gros chantiers jusqu'à des montants beaucoup plus importants, près du million de dollars, d'euros. Près du million d'euros. Et pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, qui écoutent la première fois en tombant sur le métier donc de design, ingénieur, tout ça, on vit en Australie tous les deux depuis 10 ans pour toi? Ouais, 10 ans. Ouais. 9 ans et demi pour moi. Donc oui, on a quelques mots qui me manquent en français, qui vont arriver en anglais, mais on va faire le plus possible pour que ça soit du français-français. Mais voilà, pardonnez-nous par avance. Donc le France Télécom belge, avec des missions, pareil, tu dois faire des assessments, tu vois, même moi aussi c'est pareil, tu dois, comment on dit assessment? Des analyses Des analyses pour voir ce qu'il faut réparer. Oui, là c'était vraiment un métier très intéressant et très formateur, et j'étais vraiment dans une bonne équipe. Principalement, en fait, il y avait un moitié flamand et wallon, en fait. C'était à Bruxelles. C'était très sympa. Le bureau était juste à côté des chocolatiers. Donc, c'était un bel environnement de travail. Et c'était très intéressant d'un point de vue culture aussi de voir, en fait, comment deux types, les wallons et les flamands qui finalement travaillent ensemble, donc quand même, d'un point de vue culture, sont très différents dans la manière de travailler, dans la manière des relations sociales qu'ils ont au travail. Et de voir aussi, de prendre un petit peu une perspective sur comment sont perçus les Français à l'étranger. Ce qui, des fois, fait un petit peu... c'était un petit peu un choc de découvrir que parfois, les Français n'avaient pas si bonne réputation d'après les Belges. Tu as eu des anecdotes où des gens ont eu ce type de préjugés envers toi? Pas envers moi. Et je pense que le fait que j'ai fait l'effort d'apprendre le flamand, ça a tout de suite calmé, c'est pas le mot calmer, mais ça a tout de suite rassuré les gens que j'étais là pour faire mon travail, et j'avais pas ce sentiment d'arriver la française et puis d'essayer d'imposer mon style, etc. La française qui sait tout, qui est... Ouais. Exactement. Donc le côté un petit peu parfois arrogant que les Français peuvent avoir à l'étranger. Et tu disais qu'il y avait des différences culturelles entre les Wallons et les Flamands.
alors je n'y connais rien, donc tu peux m'aiguiller un peu. Si j'arrivais un jour à travailler en Belgique, à quoi je peux m'attendre comme différence de travail? Alors, c'est mon analyse Alors, vue de ce que tu as sur, pu vivre, bien sûr. Hein, voilà, liée sur une petit microcosme à l'intérieur d'une ville en Belgique. Mais j'ai remarqué, par exemple, les Flamands étaient beaucoup plus efficaces au travail, à être peut-être moins... J'ai remarqué, les Wallons en général passaient plus de temps, pense déjeuner, alors que les Flamands, souvent, ils mangeaient sur leur bureau ou ils mangeaient à la cantine, mais c'était rapide, après ils retournaient travailler, ils finissaient tôt, ils arrivaient tôt, alors que les Wallons étaient plus à arriver un peu plus tard, puis à rester plus tard le soir. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence ou est-ce que c'est vraiment un état de différence de culture? Mais c'était très intéressant parce que ça apprend justement parce qu'à la fin, tu dois produire le résultat et trouver un moyen d'arriver à produire ce que tu veux. Voilà, ouais, et ce qui est cool, c'est que c'est vrai que c'est une anecdote, on peut se dire, c'est un cas particulier, mais ce que ça t'apprend, qui ne peut pas forcément se généraliser, mais en tout cas, ce que ça t'apprend, c'est qu'il y a des différences qui existent, et là, tu peux les voir entre des groupes de personnes, ici, qui sembleraient que ce soit wallon et flamand, mais qu'on va retrouver, je sais qu'on a retrouvé, qu'on a travaillé ensemble en Australie, avec d'autres personnes avec différents environnements culturels. Ah, complètement, oui. Parce qu'on a travaillé avec des Australiens, mais aussi avec un manager allemand, avec beaucoup de Sud-Africains dans un moment du projet. Des Irlandais. Des Irlandais. Donc c'est le fait de pouvoir apprendre et de se dire, OK, il y a des gens qui travaillent différemment et on ne travaille pas tous comme ce que moi j'ai envie de travailler comme méthode. C'est quand même bien de le faire assez tôt dans la carrière. Non, c'était très intéressant. Et cette première exposition au fait de travail de différence de culture, je l'avais vécue quand j'ai fait un stage d'ingénieur en 2008, donc un an avant d'être diplômée, où j'étais partie en Écosse et j'avais travaillé dans l'industrie pétrolière. Dans ce cas particulier, c'était travailler sur un bateau de reconnaissance de plongée. Alors, pour expliquer en 2 mots ce que c'est un bateau qui vient assister au support des opérations offshore et qui contient des chambres de compression pour aller faire différentes chambres de compression qui permettent de préparer des humains à descendre dans des grandes profondeurs. Voilà. En gros, c'était ça mon travail, c'était de participer à la rénovation de ce bateau. Et là, c'était aussi pareil, contexte très différent. Il y avait pas mal de Français, c'était une entreprise française qui faisait ce travail. Mais il y avait aussi, pareil, beaucoup de cultures différentes et c'était aussi les premières expositions à un langage autre que le français pour travailler, qui était donc pas mal d'écossais, mais aussi l'accent geordie, parce que c'était à Newcastle. Donc c'était aussi une bonne expérience pour apprendre que, en sortant de France, il y a un monde derrière qui est différent, les gens travaillent un petit peu différemment. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, si tu t'en souviens, parce que ça fait quand même longtemps, mais est-ce que tu as des anecdotes marquantes de choses que tu t'es dit, ah oui, ça c'est quand même pas mal, enfin c'est vraiment pas comme ça qu'on fait nous d'habitude? Oui, c'est vraiment je reviens à cette histoire de pause déjeuner, mais je crois que ça m'a marqué. Les Français sont quand même connus en général pour prendre le temps de manger le midi, faire une vraie pause. Alors que j'ai remarqué que quand j'étais en Écosse, c'était juste une nécessité de remplir quelque chose, de se remplir son corps de quelque chose pour ensuite continuer de travailler le plus efficacement possible. Ouais, ça a l'air anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça, parce qu'une pause de 1 heure, 2 heures... Je me souviens, je suis rentré en France, comme tous les ans pour les vacances, pour voir des amis, et je disais, on parle de la flexibilité au travail, et justement de pouvoir faire ce genre de choses. Là, il est 8h20 du matin, donc on commence à 9h normalement, ce qu'on va faire. Mais même si on dépassait d'un quart d'heure, par exemple, on peut se permettre de dépasser d'un quart d'heure s'il fallait. Par contre, la pause midi, on n'aura pas forcément une systématique. Alors que mes potes en France me disaient, ah non, mais si tu as 1 heure de départ, c'est l'heure de départ. Je disais, bah, si tu veux aller, je sais pas, faire du sport au milieu de la journée, tu peux. Ah bah non. Et pendant la pause midi, ah bah oui. C'est quoi la différence? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu pourrais pendant la pause midi spécifiquement, alors que le reste du temps, tu peux pas? Si tu peux faire à la pause midi, tu veux faire un break d'une demi-heure dans la journée, tu le fais à 3h, tu le fais à 9h du matin. Ici, les employeurs, si tu veux faire ton break à 9h ou à 3h de l'après-midi, tu fais ce que tu veux, mais par contre, il faut travailler et il y a la pause midi, c'est pas vraiment une équation qui est prise en compte. Oui. Non, je pense en France, la pause du midi est sacrée, mais finalement, pour avoir maintenant passé plus le temps de ma carrière à l'étranger, honnêtement, je pense que ça serait quelque chose qui m'ennuierait maintenant.
Ça peut être sympa une fois de temps en temps d'aller faire un lunch avec des collègues le midi, mais pas quelque chose de régulier où finalement tu as envie d'être au travail. Maintenant, j'ai aussi une famille, donc j'ai pas envie de perdre 2 heures ou 1h30 le midi, puis rentrer 1 heure plus tard le soir. J'ai envie d'avoir un meilleur équilibre dans ma journée, faire mon travail, le faire bien, le faire efficacement, et quand j'ai fini, de pouvoir aller faire autre chose, aller faire du sport ou faire d'autres activités. Oui, absolument, et je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Après, j'imagine, on ne sait jamais comment, quand tu reviens dans le pays, parce qu'on s'adapte toujours quand on va dans un pays, et même revenir en France sera une réadaptation si ça nous arrive un jour. Nous, ça fait maintenant 9 ans et demi, 10 ans pour toi qu'on est en Australie. Petite pause, si vous aimez ce podcast, que ça vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, il y a une chose que je vous demande, ce serait de pouvoir mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast comme Spotify ou mettre un like sur YouTube. Ça a l'air de rien, mais c'est gratuit et ça aide énormément le podcast à se développer, à être connu par d'autres personnes et à gagner aussi en crédibilité pour que je puisse contacter des plus grosses entreprises et faire des belles collaborations. Voilà, merci beaucoup, bonne écoute, on reprend. Tu as commencé en tant que design engineer sur NorthConnex. Tu avais déjà un peu plus d'expérience que moi à l'époque. Et ensuite, maintenant, tu as continué dans cette profession, tu t'es spécialisé, tu es design manager. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un peu à ce que tu faisais quand tu étais design engineer? Parce que ce n'est pas forcément des titres qui sont connus en France, même perso, avant d'arriver à NorthConnex, donc à Bouygues, pardon, qui a un projet de tunnel en Australie, qui s'appelle NorthConnex. Je ne connaissais pas le métier. Non. Et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Est-ce que toi, surtout, sur quoi tu as pu bosser? Comment ça se passait en concret de ton côté? Oui. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, après cette expérience à la Poste, puis ensuite Belgacom en Belgique, au bout d'un moment, j'avais avec mon mari on avait l'intention de partir en Australie en fait, parce que quelques années auparavant, j'étais venue en vacances, il avait fait un semestre à l'étranger ici. Et quand j'étais venue lui rendre visite, j'ai dit bah, tiens, ça m'a l'air bien sympathique ici. Et à l'époque, c'est vrai que c'était en 2008 et je pense qu'en ayant parlé avec des Australiens récemment, la crise qu'on a pu avoir en 2008, 2009 et compagnie, finalement, ils ne l'ont pas trop ressenti ici. Et c'est l'époque où on est venu. Et c'est vrai que tout avait l'air d'être parfait, beau. Et donc, même après être retourné en Europe, il y avait quand même cette petite idée derrière la tête de revenir un jour. Et après donc 5 ans, après avoir été diplômé et 5 ans de travail en Europe, un jour on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qui nous retient en fait? Et c'est là qu'on est arrivé en Australie. C'était un petit peu difficile au début, surtout pour les questions de visa. Et parce que donc, il y a plusieurs types de visas, mais on arrive quand on a moins de 30 ans, je crois. Il y a les visas vacances, travail. Et ça limite un petit peu le travail que tu peux faire ou la durée du travail que tu peux faire. Et souvent, c'est un peu un frein pour les employeurs. Donc finalement, on se rend compte aussi qu'en Australie, ton diplôme d'ingénieur, ils ne connaissent pas. Il a une valeur parce que c'est un diplôme d'ingénieur. Donc le fait d'être ingénieur a une valeur, aussi bien légale d'ailleurs pour les visas que pour les employeurs en termes de valeur perçue. Mais c'est vrai que Centrale Supélec, Centrale Nantes, alors là, mais même pareil, hein, Polytechnique, machin, je me souviens des entretiens avec les Australiens, c'est vous avez fait la Sorbonne, la Sorbonne, ils connaissaient la Sorbonne et j'étais là. C'est quasiment la même chose. Et à la fin, j'en étais à dire, vous connaissez la Sorbonne? C'est à peu près la même chose. Alors que pas du tout, mais voilà, s'ils connaissent une école en France, c'est déjà super bien. C'est ça. Et souvent ici, pour des raisons de coût, la plupart des Australiens s'arrêtent au diplôme d'ingénieur au niveau bachelor, ce qui est un petit peu différent. Et il n'y en a pas tant que ça qui continuent jusqu'au master, tout simplement parce que ça coûte une fortune et que la plupart des gens ne voient pas l'intérêt finalement de faire 2 ou 3 ans de plus d'études pour un diplôme qui coûte très cher. Donc là, je me suis dit, on a quand même la chance d'avoir un master vraiment très, très peu cher en France. Et c'est là qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'être né en France pour ça, ou d'avoir étudié en France. Et donc, pour en venir aux entretiens, donc c'était un petit peu difficile. Et je crois que mon niveau d'anglais n'était pas terrible non plus. Donc, finalement, c'est avec le réseau de centraliens que j'ai réussi à trouver un travail chez Bouygues Construction. Donc, le réseau, il faut en prendre soin. Et aussi, il faut dire qu'à l'époque, quand je suis arrivée, j'avais commencé à relancer un petit peu le réseau des centraliens en Australie.
Et je travaillais aussi donc avec Victor, lui de Centrale Paris, et c'est comme ça qu'on a un petit peu réanimé le réseau. Et on va pas dire que ça se passe très régulièrement, mais de temps en temps, on organise des événements. Tu as pu d'ailleurs En participer y à plusieurs. participer, et avec l'intention d'en organiser bientôt d'ailleurs d'autres. Une petite parenthèse. Donc voilà, grâce au réseau. Si vous avez fait l'école, l'avantage, c'est qu'il y a un réseau pour toutes les écoles ici. On connaît peu ceux des autres écoles, forcément, parce qu'on fait partie du réseau de l'école centrale. Mais il y en a forcément un, soit qui est actif, soit qui ne demande qu'à être réactivé. C'est ça. Et donc, il y a la communauté de toutes les écoles centrales qui travaillent ensemble ici. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a à peu près 200 membres sur toute l'Australie. Il y en a pas mal à Sydney. Il y en a aussi dans d'autres villes. Et c'est un peu grâce à ça, en fait, que j'ai réussi à trouver mon premier travail. Et c'est comme ça que j'ai rejoint donc le projet North Connect. C'est que j'ai connu Thomas. Et donc, on a travaillé ensemble. Donc, qu'est-ce que le travail de design engineer? Donc, je ne savais pas non plus exactement ce pourquoi je signais à la base. C'était une description de... C'est pas un poste auquel j'ai... Enfin, North Connect, c'est quand même un projet de plusieurs milliards de dollars. Et en fait, donc, c'est un modèle de contrat où le constructeur, enfin le contractor, va travailler pour le compte du client et va aussi développer tout le design, donc tous les plans et développer tout le derrière. Ça fait partie du contrat et va travailler donc avec des bureaux d'études avec lesquels il s'associe pour faire le design. Voilà, donc le contracteur a la responsabilité du design et pour s'assurer que le design est fait, qu'il respecte le planning, qu'il est efficace, qu'il soit optimisé, disons, et qu'il soit en coordonné avec les autres corps de métier ou les autres disciplines qu'il peut y avoir sur le projet. C'est important d'avoir en fait des design engineers ou design managers, c'est le niveau hiérarchique supérieur, pour justement s'assurer de la bonne conformité de ça. Au final, des personnes, une société contractée faisait les plans et nous on vérifie qu'ils sont bien, qu'ils ne vont pas coûter trop cher, mais qu'ils sont les plus safe possibles. Oui. En tant que design ingénieur, toi, en concret par exemple, est-ce que tu as des... Je sais sur quoi tu travailles, donc je vais te poser la question quand même, mais est-ce que tu as des choses particulières qui t'ont marqué sur le travail que tu as fait? Tu faisais quoi en concret quand tu arrivais le matin sur ton projet, dans ce Connect, sur ton bureau? Bon, tu avais des plans, mais qu'est-ce que tu faisais? Alors, il y a quand même pas mal de meetings dans ce travail, parce que finalement, la chose qui est très intéressante, et pourquoi j'imagine que je suis restée en fait dans ce domaine-là, et que j'ai progressé dans le domaine du design, c'est qu'en fait, le design engineer, design manager, il travaille avec tout le monde, et que tu dois traiter avec le client, tu dois traiter avec les équipes de construction, tu dois traiter avec toutes les équipes comme environnement, sustainability, safety. Enfin, tu travailles avec tout le monde finalement. Tu travailles aussi beaucoup avec les consultants. Tu dois développer une relation. Après, je pense que différentes personnes ont différentes opinions dessus, mais je pense que dans l'avenir, pour vraiment que ça marche, il faut vraiment avoir des bonnes relations de transparence et de collaboration dans ce métier. Donc c'était très intéressant parce que finalement, ça permet de travailler avec tout le monde et essayer tout le monde a des objectifs un petit peu différents, mais à la fin, il faut qu'on arrive tous au même résultat, c'est-à-dire un design qui soit pas trop cher, qui soit robuste, qui ne mette pas de problème pour la sécurité, que tu puisses construire à temps, ne pas retarder les équipes de construction. Et donc, c'est très intéressant. C'est aussi beaucoup stressant. Et aussi, je pense, dans le métier, on dit toujours le design est en retard, le design n'est pas optimisé, le design ceci, cela. Donc, souvent, on entend beaucoup de critiques vis-à-vis du design. Mais moi, ma place, c'est vraiment d'essayer de rétablir une confiance dans le design et d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, finalement, pour arriver à ne pas faire la guerre entre les équipes, parce que ça n'aboutit à rien. Je pense que ce que tu dis quand il y a une image négative du design potentiellement sur un projet, c'est vrai que j'ai pu le voir, ce type de remarques. Moi, l'impression que j'en ai, c'était surtout, on va toujours chercher un bouc émissaire qui est dans une autre équipe que la sienne. Donc si la construction, il y a un problème, il est très facile de dire, regardez, les plans ne sont pas bons.
Oui, mais les plans sont pas bons, mais après, tu pourrais dire de l'autre côté, oui, mais ça fait 3 mois qu'on travaille sur les plans ensemble et jamais vous n'avez fait une remarque jusqu'à ce qu'on arrive et que vous mettez le nez devant et que là, vous vous disiez, bah, ça marche pas. C'est ce qu'on vous demande depuis 3 mois. Donc, c'est une excuse qui est facile et justement, je pense que c'est bien de voir la perspective de dire que c'est aussi un travail qui est relationnel. Pas juste derrière un écran en train de regarder des plans et de faire des commentaires, ce que tu fais par moment, et c'est nécessaire parce qu'il y a plein de commentaires de tout le monde, il faut répondre à des questions, mais aussi une partie, tu vas travailler avec notre équipe sur le terrain, avec les équipes environnementales et le consultant, et créer ces relations. Voilà. Tu as des relations, tu te souviens, où ça n'a pas forcément bien commencé, que tu as réussi à quand même créer une relation de confiance ainsi sur le projet? C'était un petit peu difficile, pour être honnête. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi ça ne marchait pas, parce que voilà, ça n'intéresse personne. Non, mais tu peux parler d'un exemple où quelque chose qui ne marchait pas forcément, mais que tu as réussi grâce au travail ensemble, à ce qu'au final ça marchait, ou quelque chose qui était plutôt cool. J'ai un bon exemple. En fait, c'est un petit peu ma fierté sur ce projet, parce que c'est un petit peu ma griffe. Donc, quand on cherche North Connect sur Google, on peut chercher lighting ou quelque chose, et on peut trouver des vidéos de lumière, enfin un petit peu artistique dans le tunnel. Et à la base, c'était un projet, donc North Connect, qui fait 9 km de long. Et l'idée, c'était 9 km, c'est long comme tunnel, et d'apporter un petit peu de repos et de casser la monotonie dans le tunnel. Et l'idée, c'était donc d'apporter un petit peu ces trucs artistiques dans le tunnel, sans dévier l'attention du conducteur, bien sûr, pour éviter en fait, réduire le taux d'accident dû au fait que les gens s'endorment dans le tunnel. Et ça a l'air de rien, mais c'est des vraies choses, hein, c'est des vrais sujets. Les tunnels, il y a beaucoup d'accidents à cause d'une baisse de l'ascension, c'est documenté, c'est une vraie contrainte. Donc c'était un projet quand même à la base, donc voilà, il n'y avait pas vraiment de guideline, c'était un petit peu, voilà, faut faire quelque chose. Et c'est là que je remercie le manager de l'époque, Philippe, pour m'avoir fait confiance et il m'a donné un petit peu le projet. Il dit voilà, fais. On fait confiance, vas-y. Et donc ça a commencé par organiser les appels d'offres pour trouver des consultants spécialisés, un petit peu artistiques dans l'éclairage. Et après, c'était beaucoup de collaboration entre les équipes de urban design, donc l'architecte, les équipes de construction, les équipes qui s'occupaient de tout ce qui est mechanical, electrical dans le tunnel, et aussi beaucoup avec le client, parce que le client voulait vraiment être impliqué aussi dans le développement. Le client, c'était le gouvernement. Donc, c'était un petit projet, mais c'était pour moi, ça reste, je pense, sur toute ma carrière, vraiment un bon exemple de collaboration, travailler ouvertement, travailler ensemble. Et après, il y a aussi j'étais plus impliquée à l'époque, mais après, il y a eu toutes les équipes qui ont installé ça. Donc, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de travail fait justement pour passer d'un joli dessin sur le papier à réussir à avoir un système qui fonctionne dans le tunnel. Et donc, on a des oiseaux à l'entrée qui ne sont pas des lumières, mais en fait, c'est des matériaux réfléchissants. Et on a fait des études où chaque oiseau, on a mesuré le soleil et la position du soleil à tout instant de l'année pour être sûr que ce n'est pas des oiseaux qui vont aller éblouir le conducteur. Après, il y a des arbres dans le tunnel. Bon, j'en dis pas plus, je crois qu'il faut aller voir sur Google. Je mettrai une image, une vidéo en même temps pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais oui, c'est une sorte. À un moment donné, il y a une nappe étoilée. Je trouve ça personnellement, je suis passé par le tunnel plusieurs fois. C'est long, 9 km, hein, c'est la largeur de Paris, grosso modo, qui est mis au nord de Sydney en diagonale. Et oui, c'est long et avoir du changement, avoir une LED étoilée à un moment donné qui dure 1 minute, c'est très sympathique et ça change un peu la monotonie du trajet, c'est clair. Donc ouais, non, c'était la petite fierté. Et finalement, quand je dis, donc depuis j'ai changé d'employeur et de projet, mais quand je dis que je travaille là-dessus, en général, les gens, c'est la première chose dont ils se rappellent. Et je dis, ah oui, et j'en ai fait partie. Et c'est le petit moment de fierté qui fait plaisir. Parce que finalement, sur un projet de construction qui dure plus de 5 ans, voilà, il y a des hauts et des bas, il y a les difficultés du chantier. Et finalement, ce que voit le public n'est pas la même expérience que ce que les gens ont pu vivre à l'intérieur du projet. Et finalement, le public a plutôt un impact positif. Et pour en parler avec beaucoup de gens qui sont locaux, qui habitent autour, finalement, c'est un projet qui les a beaucoup aidés parce que finalement, ça a permis d'éviter beaucoup de bouchons sur une route principale
qui a permis de faire dévier tous les bouchons dans le tunnel, finalement. Donc, ils ont un peu retrouvé un esprit de communauté pour leurs trajets locaux, finalement, qui sont beaucoup plus agréables que de se retrouver dans les bouchons tous les jours. Pour ça, c'est agréable de se dire qu'on a participé à redonner un petit peu un esprit de communauté dans ce quartier. Ouais. Non, c'est cool. Et on va continuer ensuite avec ce que tu as fait quand tu as évolué justement sur le travail d'après. J'aimerais juste revenir sur une chose, c'est tu disais créer des relations. J'aimerais juste partager une anecdote, je ne sais même pas si tu la connais, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Oui. Petite anecdote sur North Connect. Le fait que quand tu es en design engineer, ton but, ça va être de vérifier des plans, faire en sorte que tout soit le plus correct possible. Et moi, je sais que vu que j'avais moins d'expérience, j'allais beaucoup sur site pour voir les plans lorsqu'ils commençaient à les construire, où il y avait 4 chantiers. Donc, j'allais sur le premier chantier pour m'assurer que tout ce que j'ai dit comme commentaire ou tout ce qui se fait, ça se marche bien. Et ensuite, aller pour anticiper les problèmes suivants. Et une partie du job, c'est aussi d'avoir des gens de la construction qui nous disent ça va pas, ça va pas, ça va pas. Comment est-ce qu'on fait les modifications pour que ça marche? Et genre, on a 2-3 jours, une semaine pour répondre et faire les changements parce que c'est maintenant. Et je me souviens, il y avait une personne sur l'un des sites, c'était Trilomni, si tu t'en souviens. Il y avait un des site engineers qui m'écrivait justement ce type de compte-rendu de choses qui n'allaient pas. Il m'écrivait un pavé mais de 15 lignes, sans aucun espace, sans expliquer ce qui n'allait pas au départ. C'est juste, alors aujourd'hui on est parti sur site, on a vu à tel endroit qu'il y avait un problème. Et vraiment, c'était pas... tu passes un quart d'heure à lire le texte et tu n'as toujours pas compris de quoi on parle. Maintenant, on le mettrait dans le chat GPT pour avoir un résumé, mais horrible. Et créer la relation, c'est que tu pourrais dire, lui, clairement, c'était au départ, c'est la faute du design, ils ont mal fait le truc, nous, ça sert à rien. Et aller le voir, parler avec lui plusieurs fois et lui dire, écoute, moi, je veux bien t'aider, mais là, tu me rends mon travail hyper dur. Juste, je te demande un truc, tu m'écris un résumé si tu veux au début du truc. C'est quoi le problème? Juste écris-moi en une phrase où est le problème pour que je sache déjà de quoi on parle. Et ensuite, je te demande de mettre des lignes, essaie de sauter des lignes tous les 3-4 lignes parce que je ne peux pas lire un bloc de 20 lignes si tu m'en envoies 20 par jour. Il y a 50 autres project engineers, j'en sais rien. Je ne peux pas, je n'ai pas la capacité de travail de faire tout ça. Donc aide-moi et je pourrais t'aider plus. Et ça a pris 1 ou 2 mois à créer cette relation parce qu'on sait que sur le milieu de la construction, ça peut être un peu, on va dire pas brutal, mais brut de décoffrage sur site. Mais une fois qu'on l'a construit, qu'il a vu qu'en effet, quand il faisait des efforts, ça allait beaucoup plus vite de mon côté. C'était, après, c'était pas incroyable, mais c'était bien sur tout le reste du projet. Et ça quand même. Et je trouve que quand tu disais qu'il faut créer des relations, c'est aussi un peu ça. Au début, c'est pas forcément facile. Il peut y avoir des préjugés, mais en montrant que tu es quelqu'un digne de confiance et en mettant la patte, pas forcément là où on te le demande d'ailleurs. Tu n'es pas censé aider les autres gens à écrire mieux des rapports. C'est pas ton rôle. Mais voilà, moi, des fois, c'est une histoire de balance entre ce que tu as à faire. Et s'il y a le petit truc en plus qui peut faire apparaître de bien meilleurs résultats, ça vaut le coup. Et après, voilà, je pense avec l'expérience qu'on arrive à trouver que souvent, je pense que je vais en reparler plus tard, mais dans mon travail, tous les problèmes, la plupart des problèmes de design ou tous les problèmes en général, j'ai envie de dire que 80% des problèmes sont des problèmes de communication. Et finalement, il ne reste pas tant que ça de vrais problèmes techniques sur lesquels tu t'arraches la tête pour trouver une solution. Et 9 fois sur 10, si tu adoptes une approche où tu dis quelle est la cause du problème, et juste comparer les informations, voir les dates. Et 9 fois sur 10, le problème, c'est les gens n'ont pas eu la bonne révision des plans, ils font un commentaire sur un plan précédent. Ou ils n'ont pas eu les bonnes informations au bon moment. Souvent, ça se résume à ça, ou ils n'ont pas parlé à la bonne personne. Et finalement, tu n'as pas besoin d'être la personne la plus technique et le plus d'expérience dans l'équipe pour réussir à résoudre des problèmes. Et c'est ça, en fait. Donc, moi, c'est un petit peu l'approche que j'ai adoptée parce que je ne suis pas quelqu'un en tant que design manager, oui, j'ai de l'expérience technique. Mais je ne suis pas forcément la personne la plus experte. Sur tous les sujets. Je connais beaucoup de choses, mais je ne suis pas experte dans certains domaines. Mais j'essaie de connaître un petit peu tout. Par exemple, je ne suis pas une experte tout ce qui est électrique, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de régler des problèmes. Et souvent, le problème, back to basics, tu essaies de comprendre la situation et tu te rends compte que tu peux résoudre des problèmes qui apparaissent techniques, mais en fait ne le sont pas, sont juste basés sur des échanges d'informations et
de communication entre les gens. Les gens ne se comprennent pas. Des fois, deux personnes vont avoir une conversation et ne croient qu'ils parlent de choses différentes, mais en fait, ils disent la même chose. Mais c'est juste qu'ils s'expriment différemment et ils commencent à élever la voix, à s'énerver. Et en fait, ils soutiennent la même chose. Et c'est un petit peu ironique, mais je le dis parce que c'est quelque chose qui s'est produit beaucoup plus de fois qu'on peut l'imaginer. Et tu vois toujours ça, même à ton niveau maintenant, parce que tu as évolué en design manager. Même maintenant, ça se passe toujours. Tu vois des gens autour de toi qui, pourtant, ont de l'expérience, qui font ce type de... Oui, bien sûr, oui. Tu as un exemple que tu peux anonymiser, encore une fois, parce qu'on n'est pas là pour te dire où telle chose s'est passée, mais est-ce que tu aurais un exemple de miscommunication entre deux équipes Ah oui, bien sûr. J'ai plein d'exemples en fait qui me viennent en tête, mais plus récemment, donc sur un projet récent, j'ai un problème. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que sinon on va savoir de quoi je parle. Non, mais juste pour avoir, par exemple, tu n'as pas besoin de dire sur quel bâtiment ou autre chose, mais juste pour qu'un étudiant qui regarde la vidéo se dise, ok, mais quel type de problème? Est-ce que c'est sur un réseau électrique dont tu parlais? Est-ce que c'est Là, je parle d'un problème de structure en fait, où en résumé, on fabrique une structure pour faire un placard extérieur. Et on avait un design qui était correct. Et en fait, il s'est avéré que la personne le sous-traitant qui a construit le placard, en fait, l'a pas fait aux bonnes dimensions. Et en fait, tout le monde se retourne la tête pour essayer de trouver une solution pour faire passer un équipement dans le placard, mais l'équipement est plus gros que le placard, donc c'est un petit peu compliqué. Et en fait, tout le monde part un petit peu dans des directions différentes, la tête baissée, sans vraiment essayer de réfléchir vraiment d'où vient le problème. Et c'est un mois de discussion entre différentes personnes, entre le client, entre le consultant, enfin les ingénieurs, entre l'équipe de construction, entre le design, pour essayer de régler un problème qui finalement aurait pu prendre 5 minutes. Et voilà, beaucoup de temps perdu et le temps, tout le monde sait que... Et tu te rends compte parce que toi, tu as lu les informations différentes et tu as réussi à trouver une solution qui était plus ou moins dite par des gens, c'est ça ou... Oui, c'est de retrouver un petit peu toutes les informations qui ont été utilisées et voir d'où vient l'erreur en fait, et savoir qui... Enfin, quand on trouve une solution, c'est pas forcément pointer le doigt sur qui est responsable, mais à la fin, il y a bien quelqu'un qui va devoir payer pour rectifier le projet. Donc, faut pouvoir déterminer qui va devoir payer pour mettre les choses en place. Moi, je suis la team, c'est la personne qui a construit le placard pas aux bonnes dimensions. Si on lui a donné les bonnes dimensions avant, malheureusement, on te dit de faire une règle qui fait 20 cm en fait de 18. C'est pas dans les specs. Mais bon, après, encore une fois, on ne connaît pas le détail. C'est un peu plus complexe bien que sûr. ça, mais voilà. Et c'est pour dire aussi que quand tout le monde commence à s'en mêler, en fait, donc il y a beaucoup de bruit. Des fois, les gens qui parlent les plus fort, c'est pas forcément ceux qui ont raison. Je dis parce que, pareil, une fois de plus, c'est des fois des gens ils vont interrompre un petit peu le déroulement de ta journée parce qu'ils vont t'appeler plusieurs fois et ils vont être très insistants. Et finalement, ou à leur dire ça, c'est ma priorité, mais c'est pas ta priorité. Et le travail de design manager, c'est aussi de ne pas trop écouter les priorités, mais essayer de toi analyser parce que pour chaque personne, c'est sa priorité qui doit passer en premier. Et justement, tu parlais de ce que tu fais en tant que design manager maintenant. C'est quoi pour toi la différence entre le travail de design engineer et celui de design manager en pratique quelle est la grosse différence que tu as pu voir en concret toi, dans tes missions ou dans la façon dont tu travaillais, peut-être le nombre de personnes dans les équipes? Alors, je dirais que le design manager, c'est vraiment le project manager du design. Donc, c'est vraiment, tu gères le design de A à Z dans tous les aspects. Donc, tu as le côté design, mais tu as aussi le côté contractuel, tu as le côté financier. Donc, même si c'est des activités que je faisais en partie déjà en tant que design engineer, je pense qu'il était aussi dû au fait que mon manager m'avait donné beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilités pour que j'apprenne. Et c'est très bien d'avoir les opportunités de prendre tes responsabilités quand on est plus jeune, c'est top. Non, c'était une chance. Et j'ai trouvé que finalement, donc, quand j'ai changé de travail, j'ai été promue directement senior design manager. Et finalement, les responsabilités augmentent. Aussi, manager des fois, dans mon cas, c'était manager des graduates. Donc, c'est des jeunes diplômés
Je ne sais pas comment l'expliquer en français. On dit... C'est des jeunes diplômés. Tu as entre 1 et 2 ans d'expérience. Et les graduate programmes existent aussi en France. Pour ceux qui font ça, c'est des programmes de rotation au sein d'une entreprise où des jeunes vont faire 4 fois 6 mois un job différent dans la même entreprise pour ensuite voir ce qui leur plaît le plus, voir là où ils ont été plus performants et évoluer plus rapidement ensuite. Donc voilà, je dirais que pour comparer avec le senior manager, c'est vraiment une question de... t'es censé être quand même un expert dans tout ce que tu fais, ce que tu peux déjà faire plus ou moins en tant que design engineer. Mais c'est vraiment le côté beaucoup plus de relations avec le client, mais aussi beaucoup plus de responsabilité vis-à-vis de tout ce qui est sécurité, dans ce qu'on appelle ici les requirements, donc tout ce qui est, je ne sais pas comment l'expliquer en français, la vérification, safety assurance et systems engineering. Conditions de sécurité, tout ce qui est conditions nécessaires par rapport aux normes. En gros, sur certains projets, on a le contrat avec plein de clauses et ce que je disais, c'est en fait, on doit démontrer que chaque point du contrat on est conforme. Et donc, on doit apporter des preuves. Par exemple, si tu as une porte en incendie, on dit il faut que le bâtiment soit designé contre les incendies. Tu as les portes et il faut dire voilà, les portes, on a vérifié que ça correspond au standard australien contre les incendies, ça fait telle dimension, on a bien vérifié l'alinéa 3.1.4.a. Et donc, c'est bon, on est dans les normes. Donc voilà, et donc voilà, à ce niveau-là, après, sur des tailles de projet, tout dépend de la taille du projet, mais sur un projet sur lequel j'étais encore récemment, ma position, après, il y a une personne qui chapeaute tout ce qui est technique, mais aussi le chantier. Puis après, c'est le project director. Donc finalement, j'ai beaucoup d'autonomie. Je n'ai pas demandé l'approval de quiconque. Voilà, Et tu as des exemples de projets, imaginons que je suis étudiant ou je suis jeune ingénieur en construction et j'ai envie de faire du design. Toi, tu as des exemples de projets sur lesquels tu travaillais plus ou moins récemment. On a parlé du tunnel avec NorthConnex, mais qui est un projet très gros, donc 3 milliards gouvernemental, et ça, qui prend 5 ans, c'est énorme. Mais peut-être des exemples de projets un peu plus petits sur lesquels un design manager pourrait être amené à travailler ou un design engineer. Alors, au cours de ma carrière en Australie, donc j'ai travaillé sur NorthConnex, mais j'ai aussi fait des rénovations de stations de train pour les mettre aux normes, ce qu'on appelle le TAP programme en Australie. Donc, c'est toutes les mises en conformité d'accessibilité des stations de train. Ça, c'est très intéressant, mais voilà, c'est on va dire petit projet, mais attention, parce que petit, mais pas forcément facile. Oui. Et honnêtement, donc après NorthConnex, c'était le tunnel. Moi, j'étais surtout, je m'occupais de plus de ce qui se passait en surface, donc tout ce qui était bâtiment de support du tunnel. Et là, après, j'ai un petit peu bifurqué donc, dans le rail depuis maintenant 3 ans et demi, où je travaille que sur des projets rail. Et j'ai remarqué, de la mise en conformité, accessibilité, c'est vraiment très compliqué. C'est des petits projets, mais c'est beaucoup de relationnel. C'est beaucoup de compliance, donc vraiment jusqu'à la virgule, de vérifier, de prouver, etc. Et beaucoup de comités à tenir avec les gens. Donc c'est intéressant parce que c'est un plus petit projet technique, donc techniquement c'est pas forcément le plus difficile, même s'il y a des challenges assez intéressants. Mais d'un point de vue organisation, je pense que c'est bien pour apprendre parce que ça permet justement d'être très rigoureux. Et après, moi j'ai trouvé que même ces petits projets de rail étaient beaucoup plus rigoureux qu'un gros projet de tunnel. Parce qu'il y a une attention aux détails, vu que c'est plus petit, tout va être scruté. Et par exemple, quand tu dis rénovation, accessibilité, c'est mettre une rampe pour personnes à mobilité réduite, par exemple, c'est ça Par exemple, oui. Donc, il y a plusieurs types de travaux. Donc, c'est mettre des ascenseurs s'il n'y en a pas, créer des passerelles parce qu'il y a encore des stations de train, beaucoup en Australie, mais j'imagine que partout dans le monde, où on a par exemple une voie centrale, et après il y a 2 voies, une voie de chaque côté, donc ce qu'on appelle le island platform. Et en fait, il y a une passerelle avec des escaliers, et si tu habites là et que tu dois passer sur l'autre côté, dans l'autre sens, tu es coincé. Et tu ne peux pas traverser à moins d'être le piéton et d'aller faire le tour à pied pour prendre le prochain. Donc, c'est juste pas possible. C'est très discriminant. Bon, après, il y a 95% des stations à Sydney qui sont accessibles pour les disability people et en termes de volume, 98%.
À Sydney, mais dès que tu sors de Sydney... À Sydney, non, non, c'est toutes celles qui sont sur le réseau de trains Opal. Mais en effet, il y a du travail qui est fait dessus, des investissements. Bon, ça, je le sais par rapport à ce que je fais dans mon travail. Donc, je vois l'aspect disability et les programmes de rénovation, pas en particulier, mais au niveau de toutes les stations. Mais c'est très long parce qu'en fait, une station qui n'est pas accessible, bah, ça dure combien de temps un projet comme ça? Des mois? Des années. Enfin, entre... Là, les stations sur lesquelles j'ai travaillé il y a 3 ans, elles ont été livrées il y a peu de temps. Mais avant de préparer le design, il y a eu tout un travail de travaux préliminaires, d'études pour voir quelle était la meilleure solution. Donc je dirais bien qu'il y a peut-être bien 5 ans de... Donc c'est peut-être les gens locaux, on a entendu peut-être parler pendant 5 ans avant de voir le résultat final. Et ça fait partie de... Même sur des, entre guillemets, petits projets comme ça, c'est quand même des échelles qui sont assez longues. Donc c'est aussi important de bien traiter la communauté locale, justement, parce que sinon tu peux avoir aussi beaucoup de résistance si tu ne fais pas les choses correctement. Oui, donc dernière question. Si tu avais un conseil pour un ou une jeune ingénieure qui est soit en école, soit qui va en sortir, qui se pose des questions, qui dit bah, la construction, pourquoi pas, mais plus le design, justement, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va se lancer dans le domaine, des erreurs à ne pas faire peut-être, ou quelque chose que tu as appris et que tu ne savais pas forcément au début, mais qui t'a beaucoup aidé? Alors... J'ai envie de dire, il faut se lancer, il faut chercher un petit peu le challenge, même si on peut commencer en design engineer et même avoir très peu d'expérience. On peut commencer, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour commencer. Et je pense que c'est un travail très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses très vite. Mais on n'apprend pas que d'un point de vue technique, mais aussi beaucoup d'un point de vue relationnel, d'un point de vue... Tu as une bonne visibilité aussi sur toutes les différentes équipes qui peuvent travailler sur un projet. Donc je pense que c'est important de savoir, parce que tu n'es pas juste cantonné à un rôle particulier. Je prends l'exemple d'être sur chantier. Donc quelqu'un qui va être sur chantier va être assez fermé sur son domaine de travail. Il ne va pas forcément savoir ce qui va se passer sur un autre chantier. Alors que là, en tant que design, il y a vraiment ça donne une bonne vision d'ensemble de tout ce qui peut se passer sur un chantier. Et d'un point de vue technique, on apprend beaucoup aussi. Et je trouve que ça, pour commencer, c'est très intéressant. Après, je voudrais préciser que ça dépend aussi des entreprises. Il y a certaines entreprises qui disent « Oh, le design manager doit être quelqu'un qui a 50 ans d'expérience, un expert, etc. » Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que finalement, le design manager, c'est du project management. Et on peut être architecte, on peut être ingénieur, on peut être QS, Qualité. Quantity Surveyor. Donc, en fait, ce n'est pas un rôle que tu as vraiment une formation spécifique pour y arriver, mais c'est assez large, en fait. Et c'est juste qu'on va se spécialiser dans certains domaines. Et dans mon cas, donc, c'était civil engineering, mais... Finalement, on peut y arriver avec plein de parcours différents et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des personnes qui seront des design managers beaucoup plus experts, beaucoup plus spécifiques, mais qui ne seront pas forcément bons d'un point de vue process. Et dans mon cas, je me rends compte que le process, c'est plus ma spécialité et c'est là qu'on gagne du temps parce que c'est vraiment maîtriser les coûts, maîtriser le programme qui est très important. Ce n'est pas juste le design parce qu'il faut prendre en considération tous les éléments qui font que ce soit une réussite. Et pas que le point de vue technique. Donc je dirais que le technique, c'est juste peut-être 30%. Non, mais c'est bien, on voit que tu le mets bien en valeur, que c'est un job complet, qui reste technique, pour ceux qui veulent toujours toucher un peu, justement apprendre des choses techniques, mais qui en même temps te donne une vision d'ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jobs et qui reste ouvert à plein de choses. Et perso, j'ai commencé par là, parce qu'à l'époque où je suis arrivé à Nurse Connect, je n'avais qu'1 an et demi d'expérience, et j'ai énormément appris. J'ai fait quelque chose de très différent ensuite. Mais j'ai adoré le job en lui-même, pouvoir travailler avec autant de personnes différentes. Je comprends que tu aimes ça et que tu sois resté dedans et que tu fasses toujours ça maintenant. Oui, non, là je fais une petite parenthèse en ce moment où je fais partie d'une équipe en fait, qui essaye de mettre en place des outils plus efficaces pour les design managers, mais aussi pour les projets de construction en général. Et voilà, un petit peu comment on gère les projets et essayer de questionner comment on peut faire mieux les choses. Parce que l'entreprise avec laquelle je travaille maintenant, donc c'est Lengerhoek, et on a des objectifs assez
assez ambitieux pour les années à venir, d'un point de vue innovation, d'un point de vue... toutes les opérations doivent être net carbone d'ici 2030. Donc voilà, il y a pas mal de challenges en ce moment et ça passe aussi par voir comment on travaille et comment on peut améliorer les choses. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux dans le domaine de la construction. Et notamment, voilà, je pense que c'est une époque assez intéressante en ce moment avec tout ce qui se passe un petit peu partout. Et la construction reste quand même un domaine où il y a de l'innovation, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont à découvrir. Et je pense que le métier va beaucoup changer dans les 5 prochaines années. Donc c'est super intéressant pour des jeunes qui voudraient se lancer là-dedans. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'innovations à avoir. Et... En tout cas, je te remercie Marie du temps pris. Merci de partager ça avec tout le monde. J'espère que c'était intéressant. Ça l'était. Et que ça vous a motivé de rejoindre la construction. Montrer que c'est pas forcément des métiers qu'on connaît quand on est étudiant, ou c'est pas forcément des métiers auxquels on est exposé, mais ça existe. Il y en a plein d'autres. On n'a pas le temps de les couvrir maintenant. Mais... Il y aura d'autres podcasts pour ça. Mais merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Et si vous êtes sur YouTube maintenant, il y a un podcast qui s'affiche à l'écran, un podcast avec un autre invité exceptionnel. Dans tous les cas, un grand merci à vous, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.